Monsieur le proviseur, chers collègues invités, et quand je parle de chers collègues invités, je veux parler de Monsieur Diallo, professeur de philosophie au lycée Malick Sy de Thiès. C'est celui que vous avez là-bas. Je vais également parler de M. Sade Sy, professeur au lycée Amadou Ndak Seck de Thiès, qui sont d'anciens professeurs au lycée de Mboro, membres du collectif des anciens du lycée. Chers élèves, bonsoir. Alors, je prends la parole, pas pour parler de philosophie. Je n'ose même pas le faire devant ces sommités. Mais je prends juste la parole pour adresser des mots de remerciement. Je sais que le proviseur va le faire, mais étant donné que je porte la parole de la cellule de philosophie, je peux justement me le permettre. Donc ce sont des mots de remerciement à l'endroit du collectif des anciens du lycée de Mboro pour cette belle journée de philosophie, cette journée de partage philosophique. Il est vrai que les collectifs SM un peu partout dans les établissements du Sénégal. Mais celui que nous avons au lycée est tout particulier. Pourquoi? Parce que c'est un collectif qui est constant, c'est un collectif qui est présent. Mais c'est également un collectif qui est toujours disponible pour accompagner l'administration du lycée de Mboro, pour accompagner notre établissement, pour accompagner notre lieu de travail. Monsieur Babacar Kébé, vous et votre équipe, soyez-en remerciés pour tout ce que vous faites. Je ne vais pas tirer en longueur, c'est très indiscipliné de ma part, parce que le proviseur est là. Et d'ailleurs, ces mots que j'ai eu à avancer, je ne devais pas les avancer devant le proviseur. Donc je vais en arrêter là et donner la parole au proviseur du lycée de Mboro. Monsieur Niang, vous avez la parole. Messieurs Sy et Diallo, professeur de philosophie au lycée Malick Sy et au lycée Amadou Ndak Seck de Mboro. Je leur dirai tout le plaisir et tout l'honneur que nous avons à les recevoir ici en tant qu'anciens frères d'armes, parce que ce sont des profs qui ont servi au lycée, qui ont laissé des empreintes, qui ont impressionné des générations d'élèves et qui continuent d'impressionner des élèves, tant ils sont chevronnés, expérimentés et dominent leur art. C'est donc dire que c'est un réel plaisir pour nous que de les recevoir ici. Ils ont d'ailleurs fait un sacrifice parce que ce matin, il y avait une même cérémonie de ce genre au lycée Malick Sy, une journée de révision. Ils étaient des animateurs de cette cérémonie, mais ils ont tenu à venir. On avait même proposé un report ou un décalage, mais ils ont insisté pour venir et vraiment nous avons été sensibles à cette marque très délicate d'attention. C'est dire tout l'attachement qu'ils ont encore pour ce lycée-là et c'est dire toute la sympathie qu'ils ont pour nous autres anciens collègues. Et vraiment, nous sommes vraiment touchés par cette délicate marque d'attention. Monsieur Sy et Monsieur Diallo, nous vous remercions vivement pour ce sacrifice. Actuellement, on est à un moment de l'année où les professeurs sont sous pression. Il y a beaucoup de tâches qui attendent, on sort des compositions, les corrections sont énormes, il y a d'autres tâches, des parties du programme qu'il faut terminer. Je sais que le temps vous manque, malgré tout, vous avez pu trouver le temps de venir passer cet après-midi avec nous au bénéfice de nos élèves. Soyez-en remerciés.
L'autre remerciement va à l'endroit du COPIL. M. Diédhiou l'a dit. Le COPIL, c'est le comité de pilotage de la plateforme des anciens élèves du lycée, représenté ici par M. Babacar Kébé, qu'on ne remerciera jamais assez. Depuis 2018, il y a beaucoup d'actions qui sont déroulées au lycée. C'est grâce à son intervention. Il a mis le lycée en contact avec des partenaires très efficaces qui ont fait des réalisations au lycée. Et cela n'a pas suffi. À un moment donné, il a dit qu'il fallait organiser tous les anciens du lycée, un peu disséminés un peu partout à travers le monde, pour que les gens viennent au chevet du lycée, parce que ce lycée a besoin d'aide. Le lycée est délabré, le cadre de travail s'est dégradé, et ils ont pensé qu'en tant qu'anciens élèves, ils devaient faire quelque chose pour le lycée. Et depuis le mois de mai, les choses bougent énormément. Il y a beaucoup de choses en perspective qu'on pourra réaliser, mais c'est grâce au COPIL. Comme l'a dit M. Diédhiou, c'est vraiment une structure très dynamique, constamment en activité, constamment à la recherche de moyens pour le lycée. Babacar Kébé et le COPIL, soyez vivement remerciés. Et on ne saurait ne pas remercier l'association Audace, qui a mis des fonds pour l'organisation de cette journée de révision. C'est cette association-là qui a fait les réalisations par l'entremise de la mairie de Toulouse, qui a été démarchée par Babacar Kébé. Ils ont construit des fontaines, ils ont construit des blocs d'hygiène, ils ont réfectionné des salles de classe. Ils avaient promis de continuer. Entre-temps, il y a eu la Covid et ils n'ont pas pu dérouler leurs activités. Mais comprenez que c'est une association partenaire très utile qui va continuer à travailler avec le lycée. Et l'activité de cet après-midi-là a été financée par cette association-là qu'on ne remerciera jamais assez. Et vous pourrez bien leur transmettre tous nos remerciements. Je souhaite la bienvenue également à tous les élèves invités. Il y a des élèves qui, en principe, doivent venir de Taïba Ndiaye, d'autres du lycée de Notto Gouye Diama, d'autres de Dar Khoudoss. Il y a des candidats libres, certainement, des élèves qui viennent des écoles privées. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue. Je remercie également les professeurs qui sont dans les cellules pédagogiques, représentés ici par M. Mar, M. Diédhiou, M. Cheikh Diane Sall, qui sont mobilisés depuis des jours pour rendre possible cet après-midi-là. Et je les remercie vivement et à travers eux, je remercie tous les professeurs qui se mobilisent derrière les élèves pour les aider à réussir. C'est une séance de révision. Vous avez en face de vous des professeurs expérimentés, chevronnés, qui sont de grands noms dans l'enseignement de la philosophie. Il faut en profiter, charger vos batteries et recharger vos batteries dans la perspective du baccalauréat. Je souhaite que la science sera profitable à tout le monde et moi je ne doute pas que ce sera profitable. Ouvrez les oreilles, ouvrez les cœurs et soyez attentifs, prenez note et profitez-en. Je vous remercie. C'est vraiment un grand honneur et un plaisir de partager avec vous aujourd'hui cet après-midi philosophique, donc qui entre en droite ligne dans le cadre de vos révisions en prélude au baccalauréat, qui se tiendra bientôt, Inch'Allah, au mois de juillet. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier très chaleureusement les professeurs M. Abdoul Sadassi et M. Diallo, vraiment pour leur disponibilité, très sincèrement. Donc s'ils sont venus ici, donc nous honorer, malgré leur calendrier hyper chargé, et malgré leurs engagements, c'est parce qu'ils vouent un amour extraordinaire pour le lycée de Mboro. Et nous en avons la preuve aujourd'hui. Donc, M. Si et M. Diallo, nous sommes vraiment honorés de vous recevoir ici et nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Comme l'a si bien rappelé M. Niang, donc vous êtes un des pionniers du lycée de Mboro. Donc, merci encore une fois au nom des anciens élèves du lycée et au nom de tous les élèves du lycée de Mboro. Donc, je vais remercier également le proviseur sans quoi cette manifestation n'aurait pu avoir lieu, qui nous a vraiment facilité toutes les procédures, les autorisations et tout. Donc, comme toujours, vraiment, nous le remercions du fond du cœur au nom de tous les anciens élèves du lycée de Mboro, pour non seulement ce qu'il est en train de faire au niveau du lycée, mais aussi pour son ouverture et son engagement au service de la communauté de manière générale. Donc je dirais également un grand merci à M. Sall qui est ici à mes côtés, avec qui j'ai pu coordonner depuis le début pour l'organisation de cette manifestation-là. Donc nous sommes allés, lui et moi,
déposé la lettre d'autorisation et on a mené d'autres activités pour que cette manifestation ait lieu. Donc, M. Sall aussi, merci beaucoup. Mais également, une mention spéciale à la cellule de philosophie du lycée Taïba ICS de Mboro, en l'occurrence M. Mar, M. Diédiou, ainsi que tous leurs collègues, très sincèrement. Ils ont été très ouverts, très réceptifs et très compréhensifs. Pratiquement, dès l'instant qu'on a arrêté la décision d'organiser la révision, moi, pratiquement, depuis lors, je n'ai plus rien fait. Donc, c'est eux qui ont tout coordonné et tout planifié. Vraiment, je leur dis merci beaucoup encore une fois au nom de tous les anciens élèves du lycée de Mboro. Et je saurais terminer les remerciements sans pour autant dire merci à l'équipe du comité d'organisation des élèves. Vraiment, chapeau bas. Ndiaga et son équipe, Neifatou Faïsa, il y a Fodé, Absato Sow, Marim Dia, et je ne les connais pas tous, hein, parce qu'on a un groupe WhatsApp, vraiment, sur lequel on a coordonné depuis le début pour la réussite de cette manifestation. Elhaj Malik et tout le monde. Donc vous m'excusez pour les autres dont je n'ai pas pu citer leur nom, parce que je ne les connais pas peut-être, mais je dis un grand merci à l'ensemble de ce groupe WhatsApp, à l'ensemble des membres du comité d'organisation, qui depuis des jours sont venus ici pour nettoyer la salle, arranger les chaises, les tables, acheter de l'eau, etc. Et ce sont des élèves comme vous et qui l'ont fait pour vous. Donc merci beaucoup aux membres du comité d'organisation. Merci à l'association humanitaire Audace qui a entièrement financé cette activité-là. Donc on ne leur remerciera jamais assez et c'est leur énième activité à l'instar du lycée de Mboro. Donc nous remercions Mme Nicole Bouscarel qui est la présidente de l'association, ainsi que tous les membres de l'association humanitaire Audace de Toulouse pour cet acte qui nous va droit au cœur. Donc sans plus tarder, nous allons peut-être ajouter quelques mots, vous dire, chers élèves, que vous avez la chance aujourd'hui d'être en face des sommités donc, de la philosophie. Vraiment, il faut en profiter. Parce que j'aime à le rappeler, quand j'ai parlé à M. Abdul Sadessi de cette manifestation-là, quand je lui ai demandé quels sont les thèmes sur lesquels il voudrait parler, il m'a dit qu'au niveau du contenu, il n'y a aucun problème, car vous avez d'excellents professeurs. Et ça, soyez-en fiers. Vous avez d'excellents professeurs au niveau du lycée de Mboro. Et je voudrais vraiment, par acclamation, qu'on les rende un hommage méritant. Donc vraiment, merci beaucoup M. Mar, merci beaucoup M. Diédiou. Et M. Si avait absolument raison, car ils sont vraiment excellents. Donc nous vous demandons juste d'écouter attentivement les enseignements et de prendre note. Et nous vous souhaitons, Inch'Allah, au soir de l'examen du baccalauréat, une réussite à 100%. Je vous remercie. Ou pour paraphraser André Malraux, qu'il est très imprudent aux îles des esclaves de se déclarer citoyen de la Grèce. Monsieur Si et Monsieur Diallo, donc préparez-vous à prendre la parole. La seule précision que je vais faire, c'est que, et Monsieur Kébé l'a déjà dit, Monsieur Si préfère s'entretenir avec vous autour des questions méthodologiques. En octobre 2004, mais 2 ans seulement après, j'ai rejoint SADE, les Cheikh Tidiane Sall, les Ndiaye, les Falmat, les autres, des gens brillants, courtois, honnêtes, intelligents, extrêmement compétents, avec qui nous avons fait un excellent travail, mais avant mon arrivée, ces gens-là faisaient un excellent travail. Je le leur ai dit d'ailleurs, quand nous avions rencontré en son temps, parce qu'il y avait des problèmes dans le lycée, l'ancienne inspectrice d'académie. Donc je tiens à vous dire à quel point c'est un grand plaisir pour moi et un honneur de revenir. Mais je ne reviens pas sur les lieux où, intellectuellement, peut-être on a dû faire des crimes.
Et j'imagine quelque peu, en vérité, on n'a pas dû en faire. Les uns et les autres l'ont dit. Le travail qui a été fait par les uns et les autres collègues dans toutes les disciplines a été remarquablement fait. Et donc aujourd'hui, je m'en vais aussi, dans la même perspective, essayer de refaire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de parler. On aime discuter, on aime débattre. Ce de quoi je veux vous parler, c'est de l'idée de vérité dans les sciences. Pas la vérité en général, parce que ce serait trop vaste, mais l'idée de vérité dans les sciences dans la perspective de la préparation du baccalauréat le 29 juillet. Pour parler de cette question, que la vérité dans les sciences, elle est éclatée. Et que, selon chaque science, on a un type de vérité déterminé. Les cyniques, comme le nom l'indique, parce que dans le mot cynique, vous avez le mot kuon, kunikon en grec. Kuon, ça signifie chien. Quand vous traitez quelqu'un de cynique, vous l'avez traité de chien. Parce que le chien ne respecte aucune règle, aucune norme, aucune loi, il ne les connaît même pas. Or, les philosophes cyniques, dont la tête de file était Antisthène, mais qui est moins célèbre que son disciple et élève Diogène le cynique, Diogène, lui, passait son temps à déambuler dans les rues, pieds nus, avec des haillons, c'est-à-dire des habits déchirés, des cheveux ébouriffés parce qu'il ne se peignait pas les cheveux, qui passait son temps, si vous voulez, à brandir une lampe tempête et à dire qu'il cherche l'homme au niveau du marché, alors qu'il rencontre des hommes. Mais remarquez bien que je n'ai pas dit qu'il cherche un homme, il a dit qu'il cherche l'homme. Or, l'homme n'existe pas. Il n'y a que des hommes. La grammaire est fondamentale en philosophie. Ce sont les philosophes qui ont inventé la grammaire. Dans deux écoles de philosophie, l'école de Pergame et l'école d'Alexandrie. Donc, les cyniques, en la personne de Diogène, passaient leur temps à faire n'importe quoi. C'est ce même Diogène, à la tentative de Platon de définir l'homme, quand Platon a dit l'homme est un animal, voyez-vous, bipède, sans plume, fin de citation, Diogène cherche un coq, l'amène au marché, brandit le coq devant tout le monde et dit voici l'homme, fin de citation. Donc une manière de dire, si vous, Platon, vous concevez l'homme de cette manière-là, moi je peux concevoir l'homme d'une autre manière. Donc encore une fois de plus, relativité de la vérité. Maintenant, si on vient visiter Bernard d'Espagnan, qui n'est pas philosophe, qui est un physicien français à la retraite professionnelle, mais pas à la retraite intellectuelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, la science ne donne accès qu'aux apparences. Je le cite de manière textuelle. J'ouvre les guillemets. La science ne donne accès qu'aux apparences. Citation fermée, je commente l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce à quoi on a accès scientifiquement, ce n'est pas la réalité. Non. Ce sont des périréalités, des proto-réalités, des simili-réalités ou des pseudo-réalités. Bref, des apparences ou des illusions. Voilà ce que les scientifiques étudient. Et c'est tellement vrai que si on étudiait la réalité et qu'on avait la possibilité d'avoir accès à cette réalité, peut-être que les vérités scientifiques n'évolueraient pas et ne changeraient pas. Mais voilà qu'elles changent, qu'elles évoluent. Rappelez-vous la fameuse phrase, voyez-vous, de Gaston Bachelard disant qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Ce constat de Bernard d'Espagnan, on le trouve aussi chez un philosophe américain d'origine polonaise qui s'appelle Paul Watzlawick. Watzlawick, W-A-T-Z-L-A-V-I-C-K. I-C-K. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je le cite aussi de manière textuelle. Guillemets ouverts, il dit ceci. La réalité de la réalité, virgule, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Guillemets fermés. La réalité de la réalité, virgule, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que nous prenons, nous, pour la réalité, ce n'est en vérité qu'à l'apparence, que l'illusion.
Et c'est peut-être ce rêve-là de trouver la vérité qui a toujours animé la marche de la science, l'histoire des idées, que ce soit la philosophie et les autres savoirs, qui a dégoûté Nietzsche au XIXe siècle. Parce que Nietzsche est né en 1844, il est mort en 1900. Que dit Nietzsche? Parce que remarquez-le, vos excellents profs ont dû vous en parler en classe. Les sciences sont nées, et jusqu'à la fin du 19e siècle, les dernières sciences sont nées. Quelles sont-elles? Ce sont les sciences humaines et sociales. 19e siècle, fin 19e. Donc on a à peu près toutes les sciences qui sont là. Le Gotha des sciences est là. Et qu'est-ce qui se passe? Auguste Comte, un positiviste, dit à qui veut l'entendre avec la loi des 3 états, théologie, métaphysique et science, dont il dit que c'est le dernier stade des connaissances et que l'homme ne pourra jamais dépasser la science. Il dit, en vérité, aujourd'hui arrive le moment où l'homme ne se fera plus de soucis parce qu'on est tombé sur un savoir qui désormais va nous aider à résoudre l'ensemble des problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Et que c'est ce seul savoir, la science, qui est capable de nous aider à régler nos problèmes. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Cette croyance excessive, cette foi excessive en la science, laquelle foi ou laquelle croyance est périscientifique, proto-scientifique, extra-scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas de la science. Ce n'est pas de l'épistémologie non plus. On voit bien qu'au cœur des sciences, il y a des croyances et qu'on ne peut pas faire de la science sans croyance. Mais quand Auguste Comte en arrive à dire cela, ça montre quelque part que l'ambiance de la fin du 19e siècle et du début du 20e est une ambiance d'une euphorie qui est aveuglante. Et c'est ça qui a gêné Nietzsche. Et que dit Nietzsche? Nietzsche dit ceci, une phrase très célèbre. Il dit, je le cite, « Heureusement que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. » Fin de citation. De quelle vérité parle-t-il? De cette fameuse vérité dont se gaussent certains scientifiques, dont s'enorgueillissent certains scientifiques, et qui consiste à dire, oh les gars, on l'a trouvée, on va la trouver, sans être sûr de la trouver. Et jusqu'au moment où nous parlons, on ne l'a pas encore trouvée. Nietzsche dit, non, mais vous parlez de quoi? De vérité? On n'en a pas besoin. Nous, on préfère l'art. Parce que dans l'art, chacun sa vérité. Et Paul Braque et Gaston Bachelard l'ont dit, particulièrement Gaston Bachelard. L'art, c'est moi, je le cite aussi textuellement, virgule, la science, c'est nous. Fin de citation. Parlant donc de la subjectivité de l'art et de l'objectivité de la science. Donc là, il s'agira essentiellement de parler de la vérité au cœur des sciences. Pour en parler, il faut d'abord commencer par préciser les types de sciences qu'on a. On a 3 types de sciences. Le premier type de science, c'est ce qu'on appelle les sciences exactes, qu'on appelle aussi sciences logico-formelles, qu'on appelle aussi sciences abstraites. Les 3 appellations sont valables. Vous choisissez l'appellation que vous voulez. Donc je reprends. Il y a ce qu'on appelle les sciences exactes, ou abstraites, ou logico-formelles. Maintenant, il y a trop de confusion parce que dans ce pays, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent un peu n'importe quoi parfois. Mais les sciences exactes sont au nombre de 2. Il n'y a pas une troisième. C'est les mathématiques et la logique. Ensuite viennent les sciences expérimentales, qu'on appelait anciennement sciences naturelles. Je vous en cite quelques. Il y a ce qu'on appelle la chimie, il y a la physique, il y a l'astrophysique, il y a la génétique, la biogénétique, la biologie, la botanique, etc. Ainsi de suite. Donc il y en a en pagaille. D'ailleurs, c'est le corps le plus comment on appelle, gonflé, le plus meublé. Les sciences expérimentales. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc voilà 3 types de sciences. Je récapitule une dernière fois. Sciences exactes, 1. 2, sciences expérimentales. 3, sciences humaines et sociales. Maintenant, je développe science par science. Je prends les sciences exactes. Les sciences exactes ont pour objet l'idée ou la forme ou l'abstrait. Ça n'étudie que ça. Je donne un exemple très précis. À la manière d'Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, si tous les hommes sont des cochons, or
Macky est un homme. Donc, Macky est un cochon. Donc, remarquez-le, s'il vous plaît, remarquez-le. Tout le monde sait, et là j'ai besoin de votre attention, tout le monde sait qu'un cochon n'est pas un homme. Mais ça, c'est dans la réalité expérientielle. Mais quand on est dans l'abstraction, dans l'idée, on peut combiner les choses que l'on veut. Tous les hommes sont des tomates, tous les hommes sont des sandwichs, tous les hommes sont des murs, tous les hommes sont des micros. Vous prenez ce que vous voulez. Tous les hommes sont des chemises. Et vous développez. Mais l'essentiel, ce qui importe dans le raisonnement, dans les sciences exactes, c'est qu'il soit cohérent, logique, rationnel. Il faut qu'il soit droit. Il faut qu'il respecte les principes du raisonnement. Les principes de raisonnement, édictés par Aristote au IVe siècle, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu. Aristote n'était pas d'accord sur le fait qu'une chose ne puisse pas être ni vraie ni fausse. Pour lui, il n'y a que deux valeurs de vérité. Soit une chose est vraie, soit une chose est fausse. Et là, c'est le fameux combat qu'il menait contre les sophistes. Parce que les sophistes étaient très malins. De très grands orateurs. Des techniciens du langage. Qui, quand ils étaient coincés par Socrate ou Platon ou par les autres, réussissaient à passer entre les mailles du filet en faisant croire qu'en vérité, je ne parle ni de ceci, ni de cela. C'est vous qui concevez les choses de cette manière. Moi, je les conçois d'une autre manière. Aristote dit non, il faut qu'on s'entende. Sans quoi, on ne va jamais finir la discussion. Soit une chose est vraie, en tant que les propositions, thèses, affirmations, déclarations, lois, théories, soit elle est fausse. Il n'y a que ces deux. Il n'y a pas une valeur de vérité entre les deux. C'est ce qu'on appelle tiers exclu. Tiers, c'est troisième. Donc il n'y a que deux possibilités pour Aristote. Maintenant, si ces sciences exactes, en l'occurrence maths et logique, ont un objet qui s'appelle l'abstrait ou l'idée ou la forme, il faut nécessairement qu'il y ait une méthode appropriée pour étudier ça. Et là, la méthode des sciences exactes est différente de la méthode des autres sciences. Quelle est cette méthode? Dans les sciences exactes, ou logico-formelles ou abstraites, il n'y a jamais d'observation. Parce qu'au cas où il y en aurait, on aurait eu la possibilité d'observer moins l'infini et plus l'infini. Ce n'est pas une vérité qui a besoin d'une vérification concrète. C'est une vérité où la conclusion doit uniquement être conforme avec ce qu'on appelle l'hypothèse ou la théorie ou la thèse, etc., etc. Donc, quel est le critère majeur de la vérité dans les sciences logico-formelles ou exactes ou, comme on appelle, abstraites? Le critère majeur, c'est la cohérence ou la logique ou la rationalité. J'extrapole un peu. Et c'est ça qui fait que le degré d'objectivité, la teneur en objectivité dans les sciences exactes ne peut pas être du même ordre que la teneur en objectivité dans les sciences expérimentales et dans les sciences humaines. Je continue de digresser. Ça ne veut pas dire que les sciences humaines ne sont pas des sciences. Ça ne veut pas dire que les sciences expérimentales ne sont pas des sciences. Ça ne veut pas dire que les sciences exactes sont plus sciences que les autres sciences. C'est faux. Il n'y a pas une science plus scientifique qu'une autre science. Il n'y a pas un homme plus humain qu'un autre homme. Il faut, pour savoir si un homme est humain, mettre en avant les critères de l'humanité. Si vous mettez en avant les critères de l'humanité, il vous suffira de prendre quelqu'un et de voir s'il vérifie les critères de l'humanité. S'il vérifie, ça veut dire qu'il est homme. Mais à lui seul, il n'épuise pas la totalité des critères de l'humanité. Donc chacun d'entre nous est un homme, mais personne d'entre nous n'est l'homme. En d'autres termes, chacune des sciences est science, mais aucune des sciences n'est la science. Parce que si une science était la science, il n'y aurait pas d'autres sciences. Donc là, de manière schématique, j'en ai fini avec les sciences exactes, les sciences logico-formelles ou abstraites. Je vais maintenant voir les sciences expérimentales. Pourquoi les appelle-t-on ainsi? Parce que ce sont des sciences qui se fondent sur l'empirie. Empirie égale expérience. Particulièrement les phénomènes naturels. Particulièrement, mais pas uniquement. Dans ces sciences, quel est leur objet? Je le répète.
L'objet de ces sciences, c'est tout ce qui relève de l'expérience. En l'occurrence, les phénomènes de la nature. Ces phénomènes de la nature, pour que ces sciences puissent les étudier, il faut que ces sciences élaborent une méthode particulière qui est différente de la méthode utilisée par les sciences exactes. Quelle est cette méthode? C'est la méthode qui a été inventée par Francis Bacon au XVIIe siècle. Cette méthode est la méthode expérimentale et inductive. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui se trouve dans son ouvrage intitulé Novum Organum et Sciencarum. Nouvelle méthode des sciences, ou pour les sciences. En quoi consiste cette méthode expérimentale et inductive, édictée par Francis Bacon au XVIIe siècle? D'abord, il faut procéder à une observation parce qu'on est confronté à l'expérience, l'empirie, les phénomènes de la nature. Pour que Galilée puisse se rendre compte au XVIIe siècle que la terre sur laquelle il était, lui Galilée, avec son télescope, en train de vérifier la thèse de Nicolas Copernic, un siècle ou 2 siècles avant, et cette fameuse thèse d'Aristote au IVe siècle et au IIe siècle après notre ère de Ptolémée, selon laquelle thèse la Terre tournait autour du Soleil. Pour que Galilée puisse vérifier cette thèse, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, il a fallu qu'il se mît sur cette fameuse planète Terre avec son télescope en train d'observer. Mais au moment de l'observation, il s'est rendu compte qu'en vérité, la Terre ne tournait pas, que le Soleil, excusez-moi, ne tournait pas autour de la Terre, mais c'est la Terre qui faisait une double révolution. Non seulement la Terre vrillait, c'est-à-dire tournait autour d'elle-même, mais en tournant autour d'elle-même, elle tournait aussi autour du Soleil. Et là, on a battu en brèche la thèse aristotélicienne, qui a fait à peu près 2100 années, 21 siècles. C'est long ça. Les gens se sont accrochés à une vérité qui n'était pas une vérité, qui était fausse. Mais comment pouvaient-ils savoir que c'était une vérité? Non seulement les instruments scientifiques n'étaient pas assez développés, mais en plus il y avait un obstacle épistémologique majeur, à savoir qu'Aristote était tellement savant, était tellement sage, tellement respecté, que les gens, à la limite, le considéraient comme un dieu. D'ailleurs, Averroès, de son nom latinisé, mais son vrai nom c'est Ibn Rushd, philosophe musulman, 11e siècle de notre ère, avait dit que Aristote était un dieu. Fin de citation. Un dieu, il a dit. Attention, c'est un musulman, il est très malin. Il n'a pas dit Aristote est Dieu. Ce serait blasphématoire, voire hérétique, extrêmement dangereux. Mais en vérité, et ça pouvait faire même l'objet d'une excommunication, mais en vérité, pour éviter cela, il a dit Aristote était un dieu. Donc, parmi un dieu. Et Aristote, parce qu'il était trop respecté, à chaque fois que les gens discutaient d'une question, il suffisait que quelqu'un convoquait Aristote pour que la discussion s'arrêtait. Et les gens disaient Magister dixit, c'est-à-dire le maître a dit. Et le maître, c'est qui? C'est Aristote. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui est un homme comme vous et moi, certes dense, certes pénétrant d'esprit, percutant et tout ce que vous voulez, mais il reste un homme, il est humain, il se trompe comme tout le monde. Et il s'est trompé. Mais les gens ont trop cru en lui, donc croyez en vous. Vous avez d'excellents professeurs ici dans votre lycée. Mais vous pouvez dépasser vos professeurs. Nous, on a des professeurs aujourd'hui qui anciennement étaient nos élèves et qui sont bons, aussi bons que nous, sinon même parfois meilleurs que nous. Vous allez être des médecins, des professeurs, des chefs de, je ne sais pas quoi encore, des patrons de banque ou autre chose. Mais sachez que vous êtes des gens bien, que Dieu, dans tout esprit, dans tout corps, a mis quelque chose. Il n'y a pas une tête vide, ça n'existe pas. Et c'est en cela que Pierre Lévy parle d'intelligence collective. On a besoin de chacun et de tout le monde. Il ne faut pas douter de vous. Personne n'est meilleur que vous, personne n'est plus intelligent que vous. Mais il faut travailler, beaucoup travailler. Si vous me voyez parler comme ça, vous allez le voir, entendre parler tout à l'heure, vous avez entendu parler votre proviseur, vous avez entendu parler Dieu, les autres peuvent prendre la parole. Sachez que ce qu'ils font, vous pouvez faire mieux. Mais il faut y croire. Croire en vous et travailler, beaucoup travailler. Ce que je dis, ce n'est pas en dormant que je le sais. Non. C'est en me privant parfois de certaines choses que j'ai réussi à savoir certaines choses.
Vous pouvez faire largement mieux, mais il faut croire en vous. Donc ces sciences expérimentales ont pour objet, je disais, l'empirie. Francis Bacon met en place la méthode expérimentale inductive, dont il dit qu'il faut commencer par l'observation. Après, il dit, la deuxième phase, c'est l'hypothèse. J'ai déjà expliqué ce que c'est que l'hypothèse. La troisième phase, maintenant, changement par rapport à l'ancienne méthode. C'est ce qu'on appelle la vérification ou expérimentation du plus grand nombre de faits. Plus grand nombre de faits. Ou phénomènes. Il faut vérifier le plus grand nombre de faits ou phénomènes. Tout à l'heure, je vous donnerai un exemple, vous allez voir. Et enfin, il faut produire un résultat. Donc, je récapitule. Quelle est la méthode expérimentale inductive de Francis Bacon? 1. Observation. 2. Hypothèse. 3. Vérification et expérimentation. 4. Il faut produire un résultat. Il y en a aussi qui ne disent pas produire un résultat parce qu'on sait pertinemment que quand vous faites une expérimentation ou vérification, c'est dans l'expérimentation ou la vérification que le résultat se tire. Maintenant, il faut arriver à la vérité. Ces sciences-là, quand elles arrivent à ce niveau, quel type de vérité produisent-elles? Elles produisent, retenez bien, une vérité matérielle ou fondamentale. A, c'est A. Vous faites très souvent la faute. On dit fondement avec E, mais le qualificatif c'est fondamental. Donc ces sciences-là produisent une vérité matérielle ou fondamentale. Fondamentale s'opposant à formelle. Parce que la vérité formelle se trouve dans les sciences exactes abstraites. Tandis que la vérité fondamentale se trouve dans les sciences expérimentales. Donc on dit ici vérité matérielle ou vérité fondamentale. Pourquoi matérielle? Parce que ça repose sur ce qui est matériel, c'est-à-dire sur la matière du fait des phénomènes. La conclusion au résultat, le résultat auquel on arrive, doit être un résultat vérifié ou qui vérifie l'hypothèse de la méthode. Si ça ne vérifie pas l'hypothèse, si ça ne confirme pas, ça ne corrobore pas, corrobore avec 2 R, donc C au 2 R, mais en dernier il y a un seul R, attention. Ça ne confirme pas, ça ne prouve pas, alors là il y a non-vérité, c'est-à-dire il y a fausseté. Mais s'il y a corroboration ou un théâtre hors pair. Et ce théâtre-là, ça commence par l'éducation. Il ne faut pas parler comme ci, il ne faut pas parler comme ça. C'est comme ça qu'on marche. Habille-toi correctement, assieds-toi correctement, ne regarde pas les gens fixement. On est en train de te formater. La culture est passée par là, naturiculture. C'est cette culture qui te fait et qui réussit à ensevelir ton instinct, ton inconscient, ta naturalité et met en avant ta culturalité. C'est cette culturalité-là qu'on montre aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais en vérité, on n'est pas comme on montre aux autres qu'on est. Ce qu'on est réellement, on l'a caché, du fait de l'éducation, du fait de la formation. Éducation formelle, éducation informelle, éducation non formelle. 3 types d'éducation. Sans compter les valeurs qu'on nous injecte, qu'on nous incruste en nous disant, écoutez, vous avez un nawlé, vous avez ceci, vous avez cela. Et finalement, les choses que vous voudriez dire, que vous voudriez faire, la manière dont vous voudriez comporter, les envies, les tendances que vous avez, tout cela, vous refoulez cela. J'utilise un terme freudien. Donc l'homme est un menteur, un tricheur, un joueur. Et malheureusement, c'est lui qui est l'objet des sciences sociales et humaines. Mais, attention, parce qu'il est justement l'objet des sciences humaines et sociales, il faut une méthode appropriée. Et quelle est la méthode? Elle est la suivante. Il est un acteur dans la société, comme dit Gérard Friedberg. Et comment il s'appelle l'autre? Je ne sais pas, j'ai oublié le nom, peut-être que ça va me revenir tout à l'heure. Et au bout du compte, il faut d'abord qu'on observe cet homme dans ses actions, dans ses actes, dans son comportement, pour pouvoir l'étudier. Après, si on l'observe, il faut poser une hypothèse. Parce que suite à l'observation, on a une idée qui nous a traversé l'esprit. On veut vérifier si elle est vraie ou fausse. Il faut donc poser une hypothèse, c'est la deuxième phase. La troisième phase maintenant, attention, il y a un changement. Dans la troisième phase, il faut, pour connaître l'homme ou la société, faire un sondage ou une enquête ou un questionnaire, etc. C'est ce qu'on appelle les méthodes en sciences sociales. Raymond Kivy et Van Kampenhauer. Et puis après, il faut arriver à un résultat. Donc, il y a 4 étapes, je récapitule. 1. Observation.
de l'homme ou de la société. 2, hypothèse. 3, sondage ou enquête ou questionnaire, etc. Technique d'enquête en sciences sociales et en sciences humaines. Et puis après, à la fin, vous obtenez un résultat. De manière extrêmement précise, comment faire pour savoir si à peu près quelqu'un va gagner les élections qui vont arriver ou pas? Il faut prendre un échantillon de plus de 1000 personnes, 1600 personnes, 1064 personnes, 1052 personnes, etc. Mais en tout cas plus de 1000. Parmi ces 1000 personnes, il doit y avoir des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des gens qui travaillent, des gens qui chôment, des gens qui habitent dans les villes et des gens qui habitent dans les campagnes, des gens qui travaillent pour l'État et des gens qui travaillent dans le secteur informel. Et là, vous ratissez large l'ensemble de la société. Vous posez vos questions. En 2024, qui voulez-vous qu'il soit président? Les gens se prononcent. En fonction des positions qu'ils vont développer, vous saurez à peu près, c'est ça qu'on appelle un sondage, vous saurez à peu près qui a la lourde responsabilité de, comment on appelle, tenir les rênes de ce pays à partir de 2024. Donc voilà, si vous voulez, en gros, comment on fait. Maintenant là, le type de vérité qu'on a dans les sciences humaines et sociales, c'est une vérité matérielle. Donc je récapitule. Remarquez bien que j'ai dit qu'il y a 3 types de sciences. Les sciences exactes ou abstraites. 2, les sciences expérimentales. 3, les sciences humaines et sociales. Parmi ces sciences, il y en a 2 qui ont une vérité matérielle. Ce sont les sciences expérimentales et les sciences humaines. Facile à retenir. Avant 18 h, chacun d'entre vous doit être capable de me dire à peu près, en gros, schématiquement, l'exposé que j'ai fait. Et puis, il y a une seule science qui a une vérité non matérielle. Ce sont les sciences exactes ou abstraites. C'est tout. Maintenant, si on vous dit la vérité appartient-elle uniquement à la science? Ce sujet-là, en principe, si ça sortait le 29 juillet, tous les gens qui sont dans la salle devraient se taper un 18. Je dis bien un 18 sur 20. Un 18 sur 20. Vous savez pourquoi? Mais parce que simplement, première observation, s'il vous plaît. Première observation. Il faut que je lui donne la parole. Première observation, c'est qu'il n'y a pas un seul type de vérité pour l'ensemble des sciences. Ça, sortez-vous ça de la tête. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il y a, selon les sciences, 3 types de vérité. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, deuxième chose, autant maintenant, là je sors du sujet, autant maintenant on peut parler de vérité scientifique, autant on peut parler de vérité religieuse. On peut parler de vérité mythique. On peut parler de vérité magique. On peut parler de vérité, je ne sais pas quoi encore, artistique, etc., etc. Et donc là, votre antithèse serait réglée. Il suffit que simplement dans la thèse que vous disiez, attention, il y a une vérité scientifique. Et dans le développement dans la thèse, vous allez vous atteler à montrer qu'il y a même plusieurs types de vérités en sciences. Mais dans l'antithèse, vous dites, écoutez, en vérité, cette affirmation selon laquelle la vérité appartiendrait à la science, ça nous pose problème. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a pour la science un type de vérité qui lui est propre. Mais il y a aussi pour les autres savoirs des vérités qui leur sont propres. Donc, chaque savoir a son propre type de vérité. C'est comme si je disais tous les hommes ont une culture. Je dis d'accord, mais les hommes n'ont pas la même culture. Selon que vous êtes de tel coin ou de tel autre coin, donc les hommes n'ont pas la même culture. Il en a de même pour les sciences, pour les savoirs au sens large. Chaque savoir a son type de vérité déterminé. Et par conséquent, on ne peut pas, par exemple, faire en sorte que la vérité scientifique puisse être valable pour l'ensemble des connaissances. C'est impossible. Donc voilà en gros ce sur quoi je voudrais dire 1, 2, 3 mots. Et puis maintenant, si vous avez des questions après, posez-les, ne vous gênez pas. Posez même les questions que vous voulez sur le programme. Il n'y a aucun problème. Si Dieu nous donne la latitude, la science de répondre, on répondra. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Nous berce et nous berne, mais positivement, en s'introduisant en nous, sans souffrance, pour enfin se transformer en savoir. Et j'ai la lourde tâche, la douloureuse mission de devoir revenir sur ce que vous avez eu à dire. Ce qui fait que je suis comme ces commis
français dont parlait Géricault dans le radeau de la Méduse. Ces hommes perdus en mer pendant 21 jours et torturés par la souffrance. Je suis à peu près comme ces hommes-là, parce que je ne sais plus par quel bout prendre votre exposé. Je vais donc essayer de revenir un tout petit peu, votre cher collègue, à commencer d'abord par l'idée de la vérité dans les sciences. Parce que son thème porte sur la vérité. Et s'est posé un certain nombre de questions. Et la réponse à laquelle elle est arrivée est que la vérité dans les sciences semble être éclatée. Autrement dit, il n'y a pas la vérité. On pourrait peut-être parler d'une vérité, comme pour dire que chaque science recherche une vérité. L'a rappelé Hésiode. Je remercie également Monsieur le censeur, Monsieur Niang, ainsi que tous les collègues du lycée de Mboro. Du fond du cœur, je remercie M. Mar et M. Diédiou. Ma communication va porter sur le commentaire. Le prof, soit M. Diédiou ou M. Mar, a abordé la technique ou la méthodologie du commentaire. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ils vous ont enseigné. Je les connais très bien. Ils sont d'excellents profs. On a eu à partager des cellules pédagogiques. On a eu ensemble, avec Fodé Diallo et d'autres collègues, discuter sur les sujets du bac pendant des heures. Donc, je me refuse de faire le travail. Ils l'ont déjà fait, très bien fait. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une communication sur le commentaire? Et je pense que j'avais dit à M. Kébé d'ailleurs que par rapport au contenu, je n'ai absolument rien à apporter aux élèves. Les leçons, M. Mar, M. Boassi, M. Diédiou font très bien les leçons. Sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. J'ai décidé de travailler sur le commentaire pour plusieurs raisons. La première raison, je constate de plus en plus que les élèves refusent de commenter. Ce qui fait que dans mon lycée, on fait un devoir sur le commentaire. Par force, tout le monde commente. Un seul texte à commenter. On oblige les élèves maintenant à commenter. Sinon, jusqu'à la fin de l'année, ils refusent d'aborder le commentaire. Mon propos maintenant va porter sur un document. Ce document, c'est un document de l'Office du bac, puisque en dissertation et en commentaire, c'est le seul document officiel qu'on a. En tout cas, à ma connaissance. Il y a des livres de méthodologie, il y a des annales, il y a même des sites qui proposent la méthodologie ainsi que des exercices. Il y a un document qui est élaboré, qu'on appelle la grille du canevas de correction de l'épreuve de philosophie. Dans ce document, c'est un document, il y a deux documents. Il y a ce qu'on appelle le document de synthèse
qui revient sur certains éléments. Dans ce document de synthèse, on nous rappelle que les profs de philosophie sont tombés d'accord, le consensus. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. Ces consensus, il faut les respecter. Contrairement à ce que vous pensez, mes élèves me disent, mais monsieur si, déjà, il est difficile d'avoir une bonne note en philosophie, en dissertation, en commentaire. Généralement, on n'a pas de bonne note. C'est faux. On nous demande d'utiliser toute l'échelle de notes, de 0 à 18, voire 19. Voilà les directives. Alors, je vais laisser le soin à M. Fodé Diallo vous parler de ce qu'il m'a raconté il y a quelques minutes à propos des notes. Bon, excusez-moi, hein, parce que moi j'ai déjà parlé, mais bon, on est toujours ensemble. Et puis, moi je n'aime pas les protocoles et les solennités, je n'aime pas ça. Donc, je voudrais faire une précision. Regardez, encore ce que je disais tout à l'heure, ça est le problème de l'Afrique noire, c'est ça. Les notes, je vous le dis, vont de 0 à 20. En 2019, il sait de quoi je parle, je leur en ai parlé, tous les collègues de Thiès pratiquement sont au courant de ça. En 2019, au bâtiment A du lycée, à l'amphithéâtre, en corrigeant le bassin, j'ai donné à un élève de S1 18 sur 20, à 2 élèves 17 sur 20, toujours S1. Les autres, ils ont 16, 15, 14. La plus mauvaise note en S1, je ne sais pas d'où viennent les copies. Après, j'ai demandé est-ce que ça vient de Britannie. On m'a dit que non, les copies de Britannie ne sont pas là. J'ai dit en tout cas, ces élèves sont très denses. La copie de 18, j'ai même à un moment donné hésité entre 19 et 18. Je lui mets finalement 18. Excellent. Sujet excellemment compris. Vous savez pourquoi, s'il vous plaît? Vous savez pourquoi j'ai utilisé cet adverbe très rare? Parce que ce serait incohérent de dire sujet très bien compris, alors que je lui ai mis 18 excellent. Il y a une correspondance entre les appréciations et les notes. Si vous dites très bien, ça s'arrête à 17. Dès que vous êtes dans 18, vous êtes dans l'excellence. Non, il faut arriver pour mettre 20. Au département de philosophie, il y a des gens mettre 20. Regarde, Djibril Samb. L'excellentissime Djibril Samb. On parle de Bachir. C'est mon maître Bachir. Mais Djibril, il n'y a pas mieux que lui. Djibril a eu 20 sur 20, corrigé qu'il a été par Abdoulaye Eliman Kane du Parti Socialiste. Abdoulaye Eliman Kane a rendu toutes les copies. Il rend toutes les copies. Il dit j'ai enseigné dans le secondaire au lycée Blaise Diagne pendant pratiquement une vingtaine d'années. J'arrive à l'université, voilà que je suis à peu près à hauteur de 20 ans, donc pratiquement 40 ans de philosophie, d'enseignement. Il dit, je n'ai jamais vu une copie pareille. Les étudiants lui ont dit, combien cette copie a? Il dit 19. Les étudiants lui ont dit, lisez la copie. Il lit la copie de bout en bout. Les étudiants lui disent, il faut lui mettre un 20 sur 20. Il a mis 20 sur 20. Alors, je reprends mon propos. Merci, M. Fodé Diallo. Dans ce document, qu'on appelle le document de synthèse, on nous propose 3 rubriques. A. Conceptualisation et problématisation. B. Argumentation. C. Communication. Contrairement à ce que vous pensez, le prof qui corrige, il apprécie la copie du début à la fin.
Alors, il y a des idées fausses. Monsieur Mar n'ose pas corriger la copie ou une copie comme il veut. Il corrige les copies en respectant des règles. Règles sur lesquelles nous tous nous sommes tombés d'accord. Oui, je connais la rhétorique. Moi, cette année, je n'ai pas donné 12. Ma meilleure note en classe, c'est 11. Donc, lui, au moins, il a donné 12 ou 13. Je connais la rhétorique. Monsieur Mar est un excellent prof, je le connais. Je vais y revenir. Contrairement à ce que vous pensez, les élèves me disent, mais monsieur Si, combien mérite mon introduction? Je dis, attendez, on ne corrige pas introduction, développement, conclusion, on corrige un ensemble. Et les critères sur lesquels nous nous appuyons sont des critères qu'on doit retrouver du début de la copie à la fin de la copie. Alors, si nous prenons l'introduction, il y a ce qu'on appelle les attentes exigibles. Il y a 3 choses. Premièrement, de quoi parle le texte? Certains disent objet du texte, thème, idée générale, problème, c'est bon. En tout cas, répondez à la question suivante. De quoi s'agit-il dans le texte? Le second point, ou le deuxième point, par rapport au problème soulevé par le texte, quelle est la position philosophique adoptée par l'auteur? Sa position doit être clairement formulée. Troisième point, c'est le mouvement du texte ou articulation. Comment l'auteur a articulé les différents arguments du texte. Maintenant, c'est après. L'élève met autre chose. Je ne laisse pas, ça ne me dérange pas. Dès l'instant que j'ai vu l'idée générale, clairement formulée, la thèse de l'auteur et le mouvement, je donne le maximum de points. Mais il y a des critères. Premier critère, tout à l'heure, quand on dit la communication, c'est l'expression. Ne soyez pas compliqué. Sujet, verbe, complément. Faites attention, les profs de philo sont vicieux, pour ne pas dire pernicieux. Un feu de dialogue, vous écrivez un texte, il le lit de bout en bout. Un Dieu du début à la fin. Quand le mot ne convient pas, et vous dites que le mot ne convient pas, ce n'est pas le mot qu'il fallait utiliser. Donc faites attention quand vous utilisez les mots. Chaque mot a un sens. Surtout qu'en philosophie d'ailleurs, la philosophie a sa terminologie, son propre vocabulaire. Soyez précis dans l'utilisation des mots. Deuxième critère, quand je dis de quoi s'agit-il dans le texte, moi je déconseille à mes élèves de me reprendre un passage, une phrase du texte, qu'ils recopient et qu'ils mettent entre guillemets. Je le déconseille à mes élèves. Peut-être qu'un autre peut le tolérer, je ne sais pas, mais moi je le déconseille. Alors pour les fautes, je donne des moins 1, des moins 2 et des moins 3. Non, c'est une question. Non, c'est une question de rigueur intellectuelle. Attendez. Monsieur Mar et Djedjou sont très aimables. Voilà pourquoi la correction en philo est difficile. Donc je reprends. Quand un élève ne sait pas écrire Descartes, mais je donne, il oublie le S. Mais j'ai même moins 1. C'est une question de rigueur. Je suis très généreux, mais pas au point de laisser mes élèves écrire n'importe quoi. Donc je reprends. Il faut comprendre
les raisons pour lesquelles les profs sont rigoureux. Ils ont été, comme l'a dit M. Fodé Diallo, formatés ainsi. Formés de cette façon. Un élève qui écrit étymologie, qui met H, je donne mon exemple. Je l'ai écrit au tableau à plusieurs reprises. Cette faute universelle-là, vous tolérez? Je ne tolère pas. Je ne tolère pas. Donc, s'il vous plaît, retenez ceci, la forme. On ne vous demande pas d'être des grammairiens, mais d'être sérieux. Un élève doit être sérieux. Le être sérieux, mais écrire au moins correctement les mots. Parler un français correct. Donc ici, on a dit la communication. Exprimer de façon claire et simple les idées du texte. Dans la communication, on a dit dégager clairement l'idée générale. J'ai dit attention, ne me reproduisez pas un passage ou une phrase comme étant l'idée générale. L'idée générale est à élaborer par l'élève et à construire par l'élève. Il n'est pas à reproduire. L'élève va me formuler l'idée générale. Et d'ailleurs, l'idée générale, généralement, elle est cachée, elle est voilée. C'est à vous de montrer cette idée, maintenant dégager. C'est mettre au jour, montrer. Toujours par rapport à l'idée générale. L'idée générale, elle est précise. Ce n'est pas une idée vague. C'est une idée très précise. On demande à l'élève d'expliciter. Expliquer clairement les idées du texte. Là aussi, il faut que les choses soient claires. Les élèves, ils me recopient une phrase, un passage, ou bien ils me disent de tel mot à tel mot, qu'ils mettent entre guillemets et se mettent à expliquer le passage. Non. Ce sont les différents centres d'intérêt. L'idée essentielle de chaque centre d'intérêt qu'on explique. Là, l'élève doit dégager l'idée essentielle de chaque centre d'intérêt, ou bien il doit formuler de façon claire, simple et précise l'idée qui est contenue dans le centre d'intérêt. Et pour expliquer un texte, il y a une procédure, il y a une manière d'expliquer. Alors, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus simple que j'enseigne à mes élèves, d'abord, quelle est l'idée que vous voulez expliquer? Il est interdit de recopier l'idée. Dégager l'idée ou reformuler-la. Sans trahir la pensée de l'auteur. Sans paraphraser. Deuxième étape, après avoir dégagé l'idée à expliquer, que veut dire cette idée? Quel est son sens? Qu'est-ce que l'auteur veut dire dans ce passage? Ici, je donne le sens et la signification. Pour ce faire, je dois conceptualiser, définir les mots-clés qui sont contenus dans le texte. Et là encore, M. Fodé Diallo me l'a rappelé il y a 3 jours ou 4 jours. Quand vous avez un texte à commenter, le texte n'est pas un prétexte à déserter. C'est l'erreur que vous commettez. Dans le texte, on parle d'État et de liberté. Vous mettez à me dire tout ce que vous savez sur l'État et la liberté. Intéressez-moi. Je vous donne un. Dites, attendez, il faut qu'on soit précis dans ce que l'on fait. Attendez, on vous a donné un texte. Le texte a une idée générale. Donnez-moi de façon claire, simple et précise l'idée générale. De façon affirmative ou de façon interrogative, peu importe. Donnez-moi la thèse, les idées à expliquer. Il faut respecter l'ordre des idées.
Voilà la première idée, voilà la deuxième, voilà la troisième. La première idée, je la formule de façon claire, simple et précise. Je reste dans le texte. Ce sont les idées du texte que j'explique. Je me mets à la place de l'auteur, comme si c'était moi-même l'auteur. J'essaye d'expliquer de la façon la plus simple possible les idées. Que signifient ces idées? Dans ce texte, tel mot, quel est son sens? Puisque le mot liberté a plusieurs sens. Dans ce passage, que signifie le mot liberté? Puisque le mot liberté est mis dans une phrase, cette phrase signifie quelque chose. Dans cette phrase, que signifie le mot liberté? La conceptualisation, les mots-clés. Je dois faire attention, définir les mots-clés. Donc, pour expliquer le texte, pour donner son sens et sa signification, je passe par la définition des concepts, des mots-clés. Mais quelles sont les bonnes définitions qui sont pertinentes, qui m'aident à rendre compte, à expliquer clairement les idées de l'auteur? Troisième étape, il faut justifier l'idée de l'auteur. Sur quoi se fonde-t-il? Sur quoi se base-t-il? Sur quoi s'appuie-t-il pour dire ce qu'il a dit? Il va falloir côté. Alors, là aussi, je reviens un peu en arrière. Votre prof vous a expliqué comment utiliser les connecteurs logiques. Moi, quand je corrige un texte, je suis un peu mal à l'aise. Quand un élève commence un commentaire, un développement en me disant « en effet », mais je ne comprends pas. Déjà, Non, c'est ça, quoi. Non, déjà. Donc faites attention. Le prof a insisté sur les connecteurs logiques. Le prof de français vous l'a enseigné. Faites attention dans la façon d'utiliser les connecteurs logiques. Dans ma classe, ce que je constate, les élèves n'utilisent que parce que pour justifier une idée. Rarement car. Mais dans une copie, quand je vois 2 fois car, ou 2 fois parce que, ou 3 fois ou 4 fois, c'est monotone, ce n'est plus intéressant. C'est ça qui fait la différence au niveau des copies. Un élève audacieux, ce n'est car ben ligne bisop mu parce que benen paragraphe mu puisque bisop dans la mesure où mais ngi saf sax lu neex waye car yi dul jeex. Donc il faut éviter. Et ce que je dis, c'est ce que fait M. Diédiou. Quand il corrige, il fait les mêmes remarques. Donc, ce que je vous conseille, dans la justification, dites sur quoi vous fondez, ou sur quoi se fonde l'auteur pour dire ce qu'il a dit. Quatrième étape, il faut illustrer l'idée de l'auteur. Que signifie illustrer? L'auteur a développé une idée. Je l'ai expliqué. J'ai donné son sens, sa signification. En passant par la conceptualisation, j'ai rendu compte des idées de l'auteur de façon fidèle. J'ai justifié son idée. Maintenant, il me faut illustrer. Il me faut trouver une citation, un exemple, une allégorie, une métaphore ou autre chose pour rendre beaucoup plus solide, pour appuyer l'idée de l'auteur. Alors, il y a quelques années, j'avais interdit à mes élèves de me donner des citations. J'ai horreur des citations, pour 2 raisons. La première raison, les élèves croient qu'en citant un auteur, que l'auteur et lui, ils ont raison. Ils refusent de raisonner, ils refusent de démontrer leur argument. Quand je leur dis en classe, Dieu existe-t-il? Un élève me dit oui, Dieu existe.
ou Dieu n'existe pas d'après Nietzsche il me cite Nietzsche mais loolu du wax. Dieu n'existe pas kay yi nekk yàlla amul waaye kan may yàlla loo xam ne yàlla amul foo ko teg ba pare. Donc premièrement ils ne savent pas faire un bon usage des citations, des exemples, des métaphores, des allégories, etc. ou des anecdotes. Généralement, ils se cachent derrière les citations, derrière les auteurs. Or, mes commentaires, mes dissertations, ce que j'aime dans une copie, c'est quand un élève fait l'effort de penser par lui-même. C'est ma philosophie. Et, bien dans cette leçon, moi je dis à mes élèves, n'apprenez jamais par cœur vos leçons. Erreur la nag da am na ñoo xam tant que cœur ñu rek ñoom jànguñu leçon. Mais un cours de Fodé Diallo, vous ne pouvez pas l'apprendre par cœur. C'est pas possible. Ce qu'on vous demande, c'est de suivre en classe. Vous commencez l'état. Vous définissez l'état. Problématiser. Joxe problématique bi di argumenter. Xoolal comment il raisonne. D'ailleurs soo xoolee cours monsieur Fodé Diallo wala cours Diédhiou Oumar mais introduction bi rek introduction la introduction bi rek introduction la. D'ailleurs war nañu introduire day amener le sujet poser ko problématiser annoncer le plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous demande d'utiliser des citations, il y a une manière d'utiliser des citations. Premièrement, première règle, est-ce que la citation convient par rapport à l'idée que je suis en train d'expliquer? Est-ce que la citation sied au cadre? Quand vous me donnez une citation, aussi belle soit-elle, qui n'a rien à voir avec l'idée que vous venez d'expliquer, je donne 0. Tu m'énerves. Parce que parler, c'est parler à propos. C'est comme si on est en train de parler de commentaires de philosophie. Un élève me parle du match de Barça. Mais hors sujet là. Nous avons le 0. C'est ça le raisonnement. Donc il faut être discipliné. Intellectuellement, il faut être discipliné. Donc je reprends. Pour la citation, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Vous avez la possibilité de quitter le texte quelques instants. Vous allez chercher dans le cours de M. Mar ou de M. Diédhiou. Il y a encore un élève. C'est un élève d'Aïsop. Le cours de M. Mar, ce n'est pas suffisant. Lisez le cours de Diédhiou, le cours de M. Boissy. Il y a 2 heures, il y a un cours de M. Beren, prof suivre, ça veut dire que les arguments, pour les avoir, il faut se cultiver. La meilleure manière de se cultiver. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai dit à mes élèves de me dire un penseur. Et je dis à mes élèves, quand vous dites un penseur a dit, j'ai mes 0. Et, mais le laxisme, c'est du laxisme. C'est pas sérieux. Du début de la copie à la fin de la copie, l'élève doit faire preuve de sérieux et de rigueur. Le bac est sérieux. J'ai dit à mes élèves, quand vous dites quelqu'un a dit, dites-moi qui l'a dit. Dites-moi Nietzsche l'a dit. Je ne connais pas la citation, je vais demander à Fodé Diallo, ou à M. Mar, ou à M. Diédhiou. Je vérifie. Vous me donnez une citation, immédiatement je vais sur le net. Je mets le nom d'auteur, je mets la citation. Immédiatement, j'ai le passage du livre. Sur le champ, je vérifie. Donc je reprends. Donnez le nom de l'auteur. Ouvrez les guillemets. Reprenez textuellement ce que l'auteur a dit, ni plus ni moins. S'il a mis point virgule quelque part, mettez point virgule. S'il a mis en caractère un mot, mettez-le en gros caractère. S'il a mis entre guillemets un mot, mettez-le entre guillemets. Ne dites ni plus ni moins. Moi, je préfère maintenant l'élève qui
au lieu de me citer le texte, parce qu'il a compris la citation, me reformule la citation en me donnant la substance ou l'idée essentielle, sans trahir la pensée de l'auteur. Comme moi intelligent, comme moi comprendre, comme moi xam li citation nag, comme moi war a citer. Autre chose, avant de donner une citation, ou après l'avoir donnée, il faut l'expliquer. Ah, dites. Dem nga ba sob ba dugg ci citation ndax sob mën koo weesu il faut l'expliquer. Une citation, une allégorie, une métaphore wala anecdote da koy expliquer ba mu leer nañ. Et loolu mooy critère de correction yi loolu mooy critères yi. Voilà pourquoi parfois monsieur Mar vous donne un 10 nga ne monsieur Mar la may ma 10. Déedéet, il y a des critères yoo xam ne vous ne les avez pas respectés. Et forcément vous êtes sanctionné négativement. Je reprends encore. Après avoir expliqué la citation, j'ai dit, n'oubliez pas que c'est le commentaire. J'ai expliqué l'idée. J'ai donné l'idée, je l'ai expliqué, je l'ai justifié, je l'ai illustré. Si maintenant j'ai la possibilité de discuter l'idée, et là encore, là me discuter. Je vais vous dire, là me discuter. Qu'est-ce qu'on en a par discuter? Alors, j'aime le mot d'un collègue, Gabriel Faye. Il n'y a pas une meilleure manière de rendre hommage à un auteur que de discuter son idée. Vous voyez, d'abord, on va discuter, il faut comprendre quoi. Il ne s'agit pas de citer les auteurs, mais de comprendre la pertinence de leurs idées et de discuter, de dialoguer, d'échanger, de lui poser des questions pour voir s'il a pris en charge vos questions. Si dans le texte, il y a des idées sur lesquelles vous aurez aimé vous interroger. Maintenant, il y a plusieurs façons de discuter. Et la discussion, elle est obligatoire. Discuter 2 idées, minimum 2 idées. Pourquoi il y a un autre critère qui intervient, c'est le critère qu'on appelle l'équilibre dans les différentes parties. Tu as fait un long développement, tu as fait une longue explication de 2 pages. Tu ne peux pas me faire une discussion de 5 lignes ou de 10 lignes. Tu as fait une introduction de 10 lignes. La conclusion, c'est entre 8 lignes et 12 lignes, avec une marge de 10%. Mais tu ne peux pas faire une introduction de 10 lignes et me faire une conclusion de 3 lignes, 4 lignes. Question d'équilibre entre les parties là. C'est des critères de correction. Donc je reprends. Dans la discussion, alors, il y a 2 choses. Certains collègues recommandent à leurs élèves, pas tous, qu'après avoir annoncé le plan, on peut annoncer la discussion, ça, les idées sur lesquelles on va discuter. Moi, je n'aime pas. Lors de compliqué, je ne l'enseigne pas. Moi, je dis à mes élèves, c'est compliqué. Mon élève m'a dit, je suis simple. J'enseigne de la façon la plus simple, mais de la façon la plus rigoureuse. C'est ce que disait, je pense, Rosa de Luxembourg. Voilà. Il faut être capable de voler aussi haut qu'un aigle et de descendre aussi bas qu'un poussin. Cette capacité, cette agilité intellectuelle, rendez les choses faciles pour les élèves, compréhensibles. Pour la discussion, qui est un moment important, si vous avez compris le texte, forcément, vous pouvez trouver des arguments et des idées pour discuter. Il faut dire les arguments dans vos lectures. Malheureusement, vous ne lisez plus. C'est dommage. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut illustrer par des exemples. Il faut dire l'exemple. Les cours de M. Diédiou, c'est la lecture, la culture générale, se cultiver, accepter de lire les textes philosophiques. Maintenant, entre profs, il y a des débats. Moi, ma posture, ma position est que pour illustrer une idée philosophique, je peux prendre des idées non
philosophique. Tout à l'heure, il a cité Ahmadou Hampâté-Bâ, que vous connaissez comme littéraire, pour étayer une idée philosophique. Moi, je l'ai fait, ça ne me dérange pas. Je veux convoquer une pièce de théâtre, ça ne me dérange pas. Je veux parler d'une œuvre d'art, ça ne me dérange pas, pour illustrer. Je veux convoquer la poésie. Le texte que j'ai proposé d'ailleurs, j'ai beaucoup cité Senghor. Donc ça ne me dérange pas, pour illustrer une idée philosophique, de prendre quelque part des idées entre guillemets littéraires, politiques entre guillemets, ou artistiques, pour illustrer mon propos. D'ailleurs, on est élève bi am na culture philosophique. Dans la discussion maintenant, il ne s'agit pas de rejeter les idées de l'auteur. Il s'agit de discuter avec l'auteur. L'auteur a développé telle thèse. Si cette thèse est vraie, quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer? Si je dis Dieu est mort, quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer? Ou bien, ce que dit l'auteur est vrai, mais moi je vois le problème d'une autre manière. Alors là aussi, il faut de la dire. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez les capacités intellectuelles de penser comme l'auteur et peut-être de ne pas partager son idée. L'élève peut ne pas être d'accord avec l'idée de l'auteur. Il peut avoir une position contraire. Rappelez l'idée de l'auteur, utiliser un compteur logique, exposer de façon simple, claire et précise votre idée pour montrer qu'entre votre idée et celle de l'auteur, il y a une opposition. Maintenant, votre idée, il faut l'expliquer, il faut la justifier, il faut l'illustrer. Ensuite, toujours dans la discussion, l'auteur a développé une idée. Mais il se trouve qu'un autre auteur a développé une position contraire. Ou bien même a la même idée que l'auteur, mais a donné des arguments différents. Donc, la façon de voir le problème, cette façon-là diffère d'un auteur à un autre. Dans ce cas, rappelez la position de l'auteur que vous avez convoquée et montrez en quoi cette position semble être différente de celle de l'auteur. Pas opposée, mais différente. Et tous les deux sont valables, tous les deux sont vrais. Toujours dans le commentaire, au niveau de la conclusion, que voilà ça, soit subtil et nuancé. Il paraît que, il semble que, il est clair que, ok. Par votre point de vue, comme l'a dit M. Fodé Diallo, c'est un point de vue à relativiser. Ce n'est pas une vérité absolue. Autant le point de vue de l'auteur n'est pas un point de vue qui est une vérité absolue, autant mon point de vue ne doit pas être non plus considéré comme étant une vérité absolue. Troisième point, et je rappelle que le point de vue doit être expliqué et justifié. Le point de vue que vous donnez, que vous avez par rapport au problème soulevé par le texte. Ce point de vue, il faut le justifier. Pourquoi j'ai un tel point de vue? Ce n'est pas gênant que vous avez le même point de vue que l'auteur. Ce n'est pas gênant. L'essentiel, moi, pourquoi j'ai le même point de vue que lui? C'est pourquoi je me fonde. Et enfin, la perspective. En tout cas, ce que je propose pour la perspective, c'est la position de Jacqueline Russe dans les méthodes en philosophie. Elle dit ceci: elle n'est pas obligatoire, elle n'est que souhaitable. Ce n'est pas obligatoire. Alors, la perspective, elle est difficile à faire. Ça se comprend? La façon de faire votre commentaire baaxul. Vous avez une introduction pareille, une explication, une discussion de conclusion. Or, l'introduction est
mais c'est difficile à expliquer en terminale day xaw compliqué moo tax soo ñëwee ci conclusion da ngeen di sonn vous êtes épuisé vous êtes distrait maintenant la perspective elle est difficile à élaborer elle consiste à soulever une nouvelle question pertinente c'est-à-dire ayant un lien avec le problème soulevé par le sujet ou ayant un lien avec la thèse de l'auteur et qui n'a pas été traité par le texte. Donc, la perspective, elle n'est pas obligatoire. Alors, dans ma communication, je vous ai provoqué. Pourquoi vous provoquez l'aide? Attendez. Le prof, c'est un entraîneur. Il prépare ses candidats. Le lutteur qui s'entraîne, mais il reçoit des coups. Il reçoit des coups. Parce que je ne sais pas qui va corriger. Si vous tombez sur M. Diédiou qui est généreux, vous allez avoir de bonnes notes. Voilà, donc il n'est pas. Mais en vérité, comme le dit Fodé Diallo, au bac, il y a d'excellentes notes en philosophie. Contrairement à ce que vous pensez. Bien entendu, il y a également de mauvaises notes. La note, en définitive, dépend de qui? De vous seul. Ne me donnez pas l'occasion de vous sanctionner négativement en corrigeant vos copies. Montrez-moi que tout au long de votre commentaire, vous avez essayé de respecter la technique du commentaire, vous avez respecté les exigences du commentaire. À partir de ce moment, je suis tenu. Je vais vous donner la note. Mais ne croyez pas qu'au bac, on distribue des notes. C'est en fonction de ce que vous avez fait qu'on corrige. Et quand je corrige ce que moi j'ai compris. Ce qui fait que vous devez faire l'effort de faire comprendre. Ne pensez pas qu'il est impossible d'avoir de mauvaises notes. Je me souviens d'un élève qui était ici à Mboro, qui avait 17. Il s'appelle Victor, je pense, Sagna. Il habite à Daru, je pense. Cette année-là, il a obtenu 17. Ce n'est pas impossible. Chaque année, nos élèves ont de bonnes notes. Les élèves de Diédiou ont de bonnes notes. Les élèves de M. Diallo ont de bonnes notes. Mais à côté aussi, il y a des notes faibles. Il y a forcément de bonnes notes, il y a de bonnes notes. C'est à vous maintenant de bien travailler. Il reste encore un mois. Surtout, le secret, s'exercer. Faire des exercices. Montrez à vos profs, à vos professeurs, vos exercices. Ils vont vous montrer vos erreurs. Et vous allez vous améliorer. Ne pensez pas que vous êtes faible ou vous êtes nul, tel n'est pas le cas. Votre problème, c'est que vous ne vous exercez pas. Vous ne faites pas suffisamment d'exercices. Exercez-vous et vous aurez de bonnes notes.